Donc je vais quand même ouvrir la séance en m'excusant de mon retard. Les joies du métro parisien. Et je souhaite la bienvenue aux dirigeantes et dirigeants des différentes entités de l'audiovisuel public concernées par la révision de leurs modalités de financement. Cette commission spéciale se réunit, s'organise dans la plus grande hâte, après plusieurs mois, années d'attente, pour que nous puissions résoudre le problème. Donc je vous remercie, Madame Delphine Ernotte-Kounchi, présidente directrice générale de France Télévisions, Madame Sybille Veil, présidente directrice générale de Radio France, Madame Marie-Christine Saragosse, présidente directrice générale de France Média Monde, Monsieur Laurent Vallet, président directeur général de l'Institut national de l'audiovisuel, Madame Kim Younes, présidente directrice générale de TV5 Monde. Et avant toute chose, je tiens à vous remercier donc très sincèrement pour votre... pardon, mais il... Monsieur Patineau, que j'ai... Ouais. Mais écoutez, je vous remercie doublement de votre présence. Vous étiez voilà, caché au bout. Donc merci infiniment parce que les délais sont très contraints. Donc le financement de l'audiovisuel public est au cœur de nos préoccupations depuis un moment et depuis 2022, notamment suite à la suppression de la CAP. Donc je sais que ce sujet vous a beaucoup animé, préoccupé également. C'est vrai que ce qui est majeur dans l'audiovisuel public aujourd'hui, c'est la question de l'incertitude, incertitude sur ces modes de financement, sur ces modes de gouvernance, sur les trajectoires financières, sur les modalités de respect aussi des sommes votées, avec des questions de régulation, de suppression au cours de l'année. Donc, vous le savez, le Parlement avait choisi d'écarter la budgétisation de vos ressources au profit d'une affectation d'une part de TVA. Et à l'époque, nous savions pertinemment que cette solution n'était pas pérenne juridiquement. En effet, la dernière révision de la loi organique relative aux finances publiques, quelques mois avant, avait conduit à organiser plus strictement les possibilités d'affectation d'imposition d'État à des tiers autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. À la suite de nombreux travaux, une nouvelle réforme de la LOLF est enfin soumise à notre examen. Les conséquences juridiques de cette réforme devront être tirées dans le projet de loi de finances pour 2025, d'où, il est vrai, une certaine préoccupation pour que les choses aboutissent et puissent être inscrites donc dans le PLF 2025. Au-delà des différentes options qui peuvent être avancées par les différents groupes politiques, un assez large consensus apparaît se dégager pour écarter le retour de la budgétisation, d'une part, et d'autre part, sur la nécessité de trouver une solution de financement durable, satisfaisant aux critères du Conseil constitutionnel, s'agissant de la nécessaire indépendance de l'audiovisuel public. Or, celui-ci passe pas exclusivement, mais notamment par des modalités spécifiques de financement. Autre, bien sûr, nécessité, c'est de respecter le MFA, la directive européenne qui devra être inscrite dans retranscrite en droit français bientôt, donc autant que ça puisse aussi intégrer les critères du Media Freedom Act. Donc, je ne sais pas, là il est écrit sans plus attendre, mais je pense qu'en fait, peut-être qu'on va vous demander de repatienter quelques instants si les collègues veulent aller voter. Je fais un petit tour de... Donc, vous souhaitez suspendre, monsieur le rapporteur? Absolument. Donc, voilà, si vous en êtes d'accord, je suis moi aussi d'accord pour vous proposer une suspension. Donc, le temps que le vote puisse avoir lieu, en espérant que... non, que vous arriviez à l'heure, je n'ai pas de doute, parce qu'il y a le gouvernement qui va reprendre la parole. Mais allez-y. Je suspends.
Bien, donc nous pouvons reprendre cette audition sans plus attendre. Donc je vais vous laisser, mesdames et messieurs, la parole pour 5 minutes pour nous faire un peu donner votre point de vue sur les modalités qui sont prévues dans la proposition de loi telle qu'elle a été adoptée par le Sénat et les éventuelles modifier si elle vous convient, si elle vous sied, si elle correspond à vos besoins, sinon dans quelle modalité préféreriez-vous envisager, et je vais commencer donc par Madame Ernotte Kounchi. Tout d'abord, je vous propose de nous en tenir à 5 minutes, de vous en tenir à peu près à 5 minutes chacun, et après bien sûr nous aurons les orateurs et les questions. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Mesdames et Messieurs les secrétaires, Mesdames et Messieurs les députés. Je voudrais d'abord vous remercier, Madame la Présidente. Vous avez hier dévoilé votre rapport avec Céline Calvez sur le contrat d'objectifs et de moyens. Alors même si je ne rejoins pas tous les constats et recommandations, je peux dire que nous partageons l'essentiel, à savoir un service public de l'audiovisuel utile dans un contexte de montée en puissance de la désinformation et de la polarisation toujours plus grande de la société. Celui d'un audiovisuel public qui remplit bien ses missions et qui a su s'adapter aux usages et aux nouvelles technologies et qui doit continuer à le faire pour garder son avance. Et puis celui du besoin que nous continuons à exercer nos missions, d'une modalité de financement non budgétaire et d'un niveau de financement suffisant. Je voudrais évidemment remercier Monsieur le rapporteur de la commission spéciale, Monsieur Masséglia. Vous avez aussi présenté votre rapport hier au titre de la commission des finances sur ces mêmes projets de contrat d'objectifs et de moyens. Je partage les constats que vous faites dans votre rapport, autant notamment sur ce qu'apporte l'audiovisuel public au paysage audiovisuel français, aux efforts de gestion importants déjà réalisés, notamment par France Télévisions, mais aussi aux besoins de sécuriser nos entreprises, tant sur leur niveau de financement qu'en ce qui concerne leur modalité de financement, et c'est le sujet du jour. Je voudrais remercier aussi toutes celles et tous ceux qui, par leurs amendements et leur prise de position, ont montré l'attachement de la représentation nationale à l'audiovisuel public. Je suis évidemment très favorable à la proposition de loi organique pour modifier la LOLF et pour nous permettre de disposer d'un montant en valeur d'une imposition de toute nature, rappelons-le, pour nous financer. Il appartiendra ensuite au débat en PLF de déterminer quelle est la nature de cette imposition. Je voudrais remercier aussi les deux assemblées, le Sénat, qui a mis ce texte au vote dans un délai extrêmement court, qui l'a adopté d'ailleurs dans une quasi-unanimité, et puis aussi remercier évidemment l'Assemblée nationale et le gouvernement pour l'inscription rapide, ainsi que la constitution de cette commission spéciale. En effet, il y avait déjà urgence avant l'été. Là, c'est une urgence cramoisie, rouge très foncé. Il y a une urgence à adopter cette PPLO. Sinon, eh bien, c'est la budgétisation à coup sûr. Donc, ce qui me semble vraiment important, c'est que on dissocie bien ce que cette PPLO permet, c'est-à-dire toute forme d'imposition pour financer l'audiovisuel public, des débats qui, je sais, sont toujours vivaces, et je les comprends, sur ce mode d'imposition. Rien n'empêche qu'ensuite, dans une autre enceinte, à l'occasion du PLF notamment, il y ait des débats sur faut-il revenir à la redevance, pas revenir à la redevance, faut-il un pourcentage de TVA comme notre système actuel. Cette PPLO permet justement ce débat, et c'est en ça qu'elle est extrêmement importante. Donc je ne saurais engager... ma demande, c'est vraiment que, dans leur grande sagesse, les députés votent conforme cette PPLO, parce que seul un vote conforme nous permet de respecter les délais et donc d'éviter l'année prochaine la budgétisation. Voilà, je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Je passe la parole à Madame Veil. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés.
Je me joins à tous les remerciements qui ont été adressés par Delphine Ernotte. On est tous extrêmement sensibles au fait que les représentants élus que vous êtes ayez fait en sorte qu'on puisse traiter cette question dans des conditions un peu spéciales dont le format d'aujourd'hui témoigne. Et je voudrais dire que parmi les différentes incertitudes, parce qu'on était ici hier matin à parler des contrats d'objectifs et de moyens, parmi les différentes incertitudes aujourd'hui que vit l'audiovisuel public, la question du mode de financement est sans doute la plus vitale et la plus urgente. Parce que c'est une des conditions objectives de l'indépendance de nos médias. Et c'est ce qui fait la différence entre des médias d'État et des médias de service public. C'est un enjeu qui est majeur, c'est un enjeu, je le rappelle rapidement, qui fait désormais l'objet d'un règlement, enfin, est traité dans un règlement européen, puisque au printemps dernier a été adopté le Media Freedom Act qui prévoit dans son article 5 que les ressources des médias de service public sont de nature à permettre que leur indépendance éditoriale soit préservée. Et si ce règlement a fait consensus entre les différents pays européens, à l'exception de la Hongrie de Viktor Orban, c'est bien parce qu'il y a une vraie conviction sur la nécessité de disposer de sources d'information qui soient étanches à toute forme d'ingérence. C'est un sujet démocratique et à cet égard, si on devait voir aboutir la budgétisation qui est prévue aujourd'hui dans le projet de loi de finances pour 2025, ça serait ni plus ni moins un échec pour notre démocratie. Ça serait un échec parce que ça méconnaît les droits du Parlement, parce que ça nous mettra en infraction avec le droit communautaire. Le règlement que j'ai cité sera d'applicabilité directe à partir de mi-2025 et ça pose la question fondamentale de la confiance du public. On sait tous à quel point, dans une période où la désinformation croît, son corollaire, c'est la défiance aussi des citoyens vis-à-vis des médias et des informations qu'ils peuvent lire. Il faut qu'il y ait des sources vis-à-vis desquelles les citoyens soient certains que, compte tenu de leur indépendance, les seuls principes qui guident leur action, c'est la rigueur, l'honnêteté, le pluralisme, et c'est la raison pour laquelle on a besoin que l'indépendance soit parfaitement garantie. Donc j'appelle de mes voeux, comme vient de le faire Delphine Ernotte, le fait que un mode de financement soit adopté qui préserve cette indépendance. Il y a urgence. Je crois que devant cette même commission, hier, une représentante de la direction du budget a rappelé les délais qui sont extrêmement contraints de dépôt d'amendements, d'adoption de la PPLO. C'est des délais qui font qu'aujourd'hui, par pragmatisme, on appelle de nos voeux le vote conforme sur la PPLO adoptée par le Sénat, parce que c'est la seule manière d'être certain d'échapper à la budgétisation qui est prévue aujourd'hui dans le projet de loi de finances 2025. Donc ça me paraît absolument indispensable. Et je voudrais rajouter une chose. Au niveau européen, dans le règlement que je citais, il y a un considérant 31 qui prévoit en outre que le financement doit être déterminé et alloué de préférence sur une base pluriannuelle afin d'éviter les risques d'influence indue liés à des négociations budgétaires annuelles. Pourquoi je le dis ? Parce que ça veut dire que le législateur européen a une notion large de cette question de l'indépendance, du mode de financement qui doit permettre d'apporter des garanties au travail du service public. Et c'est vrai que dans beaucoup d'autres pays européens, les audiovisuels publics bénéficient de conditions de financement stables sur plusieurs années. L'exemple le plus connu, comme souvent, c'est celui de la BBC, avec la Charte royale qui protège le financement de l'audiovisuel public britannique sur 10 ans. Il n'y a pas de raison que l'audiovisuel public français, même s'il est financé dans des montants qui sont bien plus modestes que celui britannique, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la même protection. C'est tout l'enjeu du contrat d'objectifs et de moyens ou d'une proposition de loi de programmation qui doit permettre de donner une visibilité pluriannuelle. C'est absolument essentiel. Le contrat d'objectifs et de moyens qui a été discuté hier démarrait normalement au 1er janvier 2024. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que
pour ne pas qu'on nous reproche ensuite de ne pas s'y être conformé et de ne pas l'avoir respecté, nous avons engagé des projets. Je vais en citer 2. On a engagé un projet avec Delphine Ernotte très ambitieux entre France Bleu et France 3 qui s'est traduit dès ce mardi par la bascule de nos marques vers la marque ici. C'est un projet qui est considérable, qui demande de l'investissement, qui demande de mobiliser nos salariés, qui demande d'être expliqué au public. On doit aussi engager des dépenses d'investissement importantes, par exemple dans l'IA, pour lutter contre la désinformation en ligne. Et tout ceci, ce sont des choses qui sont engagées. On a besoin d'une prévisibilité. On ne peut pas naviguer à vue. Et ça fait partie aussi des conditions d'indépendance telles qu'elles sont reconnues dans la plupart des pays européens aujourd'hui. Voilà, je pense que c'est important qu'on partage ces enjeux-là parce que la notion d'indépendance est structurante pour nous permettre de faire notre travail. Et en tout cas, j'espère qu'on arrivera à un vote qui nous permettra de garantir ce projet-là. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Madame Saragosse. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le rapporteur, je me joins évidemment aux remerciements de mes 2 collègues sur votre mobilisation et je me réjouis particulièrement que, à travers cette commission, l'Assemblée nationale montre à quel point elle a compris que nous étions dans une course contre la montre, comme le rappelait Sybille à l'instant, et que nous risquions une budgétisation par accident, ce qui serait quand même très, très dommageable quand on mesure bien qu'il y a une mobilisation réelle de tous les élus. Au Sénat, on l'a vu, Delphine Ernotte rappelait que le vote du 23 octobre dernier était quasiment à la majorité, à l'unanimité même. Et donc cette mobilisation des élus, elle fait partie de l'affirmation d'un secteur public démocratique dans une grande démocratie. Et donc je voulais vous en remercier. Pour nous, l'enjeu de l'indépendance que mes 2 collègues ont évoqué est, disons, une réalité très concrète, très pragmatique. C'est-à-dire que si on était budgétisé, ça aurait des conséquences tout de suite. Alors, plusieurs types de conséquences. D'abord, on est très, très présent sur tous les réseaux sociaux, puisqu'on y rassemble 3,7 milliards de vidéos vues l'année dernière. Et vous savez que, par exemple, sur YouTube, les chaînes sont qualifiées de chaînes gouvernementales ou de chaînes de services publics en fonction de cette donnée qui est objective, indiscutable, modalité de financement. On peut discuter sur l'éditorial pour savoir si c'est indépendant ou pas, mais sur la modalité de financement, c'est une donnée factuelle et objective. Et évidemment, je ne cache pas que le fait d'être qualifié de chaîne gouvernementale, ça va très vite vers chaîne de propagande. Et c'est exactement ce qu'essayent de démontrer nos adversaires en essayant de nous décrédibiliser parce qu'on serait l'agence de communication du gouvernement français ou d'Élysée. Enfin, c'est à peu près ce type d'argument qui est utilisé dans un certain nombre de pays pour décrédibiliser la puissance de nos médias qui est très grande, en particulier en Afrique. La deuxième chose, c'est qu'on aurait un autre ennui à Berlin, où nous avons une fréquence FM depuis des dizaines d'années. Quand la budgétisation a été à l'ordre du jour en 2022, vous vous souvenez, à la suite de la suppression de la redevance, tout portait à croire qu'on allait être budgétisé, puis finalement, l'Assemblée a trouvé la solution du prélèvement sur la TVA. Immédiatement, l'autorité de régulation de Berlin m'a écrit pour me dire la fréquence ne serait pas renouvelée parce que le Staatsfern, la loi allemande sur l'éloignement de l'État, ne serait plus respectée puisque le critère du financement était majeur. Heureusement, donc, ça n'a pas eu lieu. Notre fréquence a été renouvelée sous condition. C'est-à-dire que dans l'autorisation de fréquence à Berlin, il est indiqué sous réserve d'un financement affecté et indépendant du budget de l'État. Donc, ce qui veut dire que si par accident on était budgétisé là, notre fréquence pourrait être remise en cause. C'est pas seulement la fréquence à Berlin. Ça veut dire qu'une démocratie européenne, occidentale, respectée, dirait que notre radio n'est pas indépendante. Et dès lors, c'est comme si on se tirait une balle dans le pied par rapport à notre crédibilité. Donc c'est pour ça que l'enjeu de Berlin n'est pas seulement à Berlin. On a 158 FM dans le monde. Bien sûr, dans certains pays, les gens ne se gênent pas pour les couper, mais là, ce serait comme une sorte d'appel à fermer les fréquences FM qu'on peut avoir dès qu'on déplaît quelque part dans le monde. C'est pour ça que c'est important. Deuxièmement, en effet, le Media Freedom Act, qui est un règlement donc d'application directe, qui sera en application l'année prochaine, en début d'année, il dit clairement que la nécessité de garantir l'indépendance des médias de service public, et il insiste sur l'importance d'un financement garantissant que leurs ressources sont adéquates, durables, prévisibles.
prévisibles et correspondant à l'accomplissement de leur mission de service public. Ce qui veut dire que ça, théoriquement, les régulations internes, alors, parlons des programmes de transformation une seconde, monsieur le rapporteur, puisque je sais qu'on va parler de votre amendement. Ces programmes de transformation, vous d'ailleurs, vous ne les incluez pas dans l'amendement, je crois, que vous avez proposé. Certes, ils sont plus faibles que la dotation socle, mais c'est justement toujours l'euro marginal qui fait la pression. Là, on vient d'apprendre, donc ce matin, la loi de fin de gestion annule en 2024 la fin de ces programmes. Donc, on avait été régulé en février et on n'avait plus de nouvelles. Et en novembre, on nous indique qu'on n'aura pas de versement. Ce qui veut dire personnellement, je le dis, on va être en déficit en 2024. Ça ne me semble pas de la bonne gestion et ça ne me semble pas du tout conforme d'ailleurs aux médias Freedom Act. Même s'il n'est pas encore appliqué, ce sera le cas l'année prochaine. Donc c'est typiquement le genre de choses qui ne permettent pas de gérer intelligemment des entreprises. D'où le fait que cet amendement qui est soumis à l'Assemblée est très important. J'ajoute que ce Media Freedom Act, il parle aussi de la couverture des missions, que hier on était là et on a lancé en fait un appel au secours. Je pense que Sybille a parlé de trajectoire budgétaire sacrificielle. Je le redis aujourd'hui solennellement devant vous, l'indépendance, c'est aussi la capacité pour le service public d'accomplir ses missions. Et cette trajectoire, pour notre part en tout cas, ne permettra pas. Elle permettra peut-être de le faire en étant très largement en déficit l'année prochaine, mais elle ne permettra pas de le faire au-delà. C'est donc un démantèlement pour nous de l'audiovisuel extérieur de France Médias Monde, en pleine guerre de l'information, un désarmement informationnel de la France auquel on se prépare. Ça aussi, ça fait partie au fond du statut du service public, son indépendance, mais l'accomplissement de ses missions tout simplement. Donc je voudrais redire ici à quel point la situation est difficile pour le secteur. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Patinou, avec toutes mes excuses encore pour tout à l'heure. Non, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Je vais être court puisque tout en joignant mes propos à ceux de mes collègues et pour vous remercier le rapporteur, remercier la représentation nationale de sa mobilisation pour un sujet important qui est effectivement un sujet qui va au-delà d'une modalité technique de financement, mais qui concerne le positionnement et la nature même du service public. Donc je ne peux dire qu'une seule chose, que je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Delphine Ernotte, par Sybille Veil, par Marie-Christine Saragosse. Vous dire par ailleurs qu'au regard de l'urgence qui est la nôtre, bien sûr, nous sommes très favorables à ce que cette proposition passe. Vous dire peut-être deux choses concernant la spécificité d'Arte, mais juste pour expliquer notre accord vraiment important à ce qui vient d'être proposé. Comme vous le savez, Arte a été créé par un traité international. Ça a été créé par un traité international qui réunit la France et l'Allemagne. Et donc, dans notre gouvernance, nous sommes franco-allemands et évidemment, le traité international qui nous crée parle de la notion d'indépendance de Arte, en l'occurrence, et donc faisant référence à ce que disait Marie-Christine Saragosse, la Staatsferne, c'est-à-dire la loi d'éloignement de l'audiovisuel public des intérêts politiques de l'État, s'applique à notre traité international. Donc cette question, elle est essentielle pour l'audiovisuel public, elle est vitale pour Arte, c'est-à-dire que la budgétisation pour Arte serait une remise en cause, une remise en question fondamentale du traité international qui nous lie avec l'Allemagne, et notre partenaire allemand l'a fait savoir, s'est exprimé à plusieurs reprises, notamment lors de la fin de la redevance audiovisuelle. Alors après, moi je suis d'accord avec Delphine, on peut discuter des modalités à un moment ou à un autre, mais l'essentiel, de façon vitale pour nous, c'est d'éviter cette budgétisation. Et donc nous ne pouvons que remercier la représentation nationale qui a bien compris cette chose-là. J'insiste aussi par rapport à deux choses qui ont été dites, parce que c'est toujours bien de connaître ces modalités-là. Dans le groupe franco-allemand que nous sommes, évidemment, nous voyons chaque jour deux choses. La première, c'est la pluriannualité des financements et des engagements allemands dans des cycles qu'on appelle des cycles KEF. C'est décidé pour
en général des périodes qui vont de 4 ans, et ça n'est pas remis en cause. Et ça n'est pas remis en cause pour une raison simple, c'est que d'abord, politiquement, pour éviter effectivement les influences, on va dire, induites, hein, et par ailleurs, parce que notre métier est un métier de cycle long. Arte, mais beaucoup d'autres, évidemment tout le monde autour de cette table, nous engageons des fictions, des documentaires, des projets industriels, de technologisation, qui ne se décident pas 3 mois avant ou 4 mois avant, et donc qui font partie, encore une fois, d'un cycle long qui nécessite d'avoir une prévisibilité des ressources qui vont être les nôtres. Et donc, imaginez aujourd'hui la réaction du partenaire allemand, alors que la trajectoire française a été à un moment donné rendue publique en Assemblée générale franco-allemande d'Arte à l'automne 2023, que le cycle KEF allemand qui s'est calé sur ce financement l'a été pour la même période, et qu'on annonce que finalement en octobre ou novembre 2024, cette trajectoire 2025 ne sera sans doute pas respectée. Donc la question évidemment de la nature du financement, elle est vitale pour nous. La question de son niveau, elle est extraordinairement importante. Elle est importante pour toutes les raisons qui ont été dites par mes collègues. Elle est aussi importante pour nous pour une raison diplomatique, parce qu'un engagement qui a été pris vis-à-vis de la partie allemande ne sera pas tenu manifestement par l'État français. Elle l'est aussi, pardon de dire ça de façon comptable, parce que notre traité prévoit une parité du financement français et allemand pour notamment Arte GIE à Strasbourg, et que donc, en ce qui nous concerne, quand nous avons à subir une baisse ici d'une trajectoire prévue, c'est une double peine, puisque ça enclenche automatiquement par application du traité une baisse allemande de même niveau. Donc encore une fois, pardon, j'ai essayé de garder ces 5 minutes pour vous dire à la fois nos remerciements, vraiment très sincères et très vifs à l'égard de l'urgence que vous avez compris par rapport à la situation qui est la nôtre. Je peux encore une fois témoigner que toutes les assemblées générales d'Arte et du groupe Arte parlent de la nature du financement pratiquement pendant la première demi-heure ou la première heure, et que le partenaire allemand est très angoissé à l'idée qu'une budgétisation puisse avoir lieu, puisque ça remettrait en cause notre traité international. Vous redire mon plein accord avec mes collègues ici sur la question de la nature du financement et du niveau du financement, et vous remercier encore une fois pour les solutions que vous amenez aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Patino. Monsieur Vallet. Je ne vais pas prendre 5 minutes, mais 5 secondes, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, pour joindre mes remerciements, Mesdames et Messieurs les députés, à la représentation nationale, pour s'être saisie pleinement et dans des délais compliqués qui sont encore, qui doivent encore être suivis comme le lait sur le feu, si on veut en effet que ça s'emboîte bien avec l'adoption du PLF. Donc merci beaucoup, parce que pour toutes les raisons qu'ont dites Delphine, Sybille, Bruno, Marie-Christine, il est absolument essentiel qu'on ne passe pas durablement ou autrement que pendant les quelques semaines qui auront séparé la présentation du PLF de l'adoption de la PPLO, qu'on ne passe pas à la budgétisation. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Vallet. Madame Younes. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Alors, je souscris évidemment à ce qui a été dit par mes collègues, et je vous remercie pour votre mobilisation, pour la mobilisation rapide de cette commission. Dans le cas de TV5 Monde, je rappelle simplement que nous avons une spécificité qui rejoint d'ailleurs celle d'Arte. Nous avons une gouvernance, comme vous le savez, qui est internationale, avec à notre actionnariat 6 gouvernements bailleurs. Il y a la France, bien sûr, mais aussi le Canada, le Québec, la Fédération de Wallonie-Bruxelles, la Suisse et la Principauté monégasque. Chacun est libre de choisir son mécanisme de financement. Jusqu'à la CAP, comme la Suisse, nous avions effectivement un système indépendant, et en ce sens, c'est une des raisons pour lesquelles je suis favorable à la proposition de loi organique que vous portez aujourd'hui. C'est un avantage pour 2 raisons. Là, je rejoins ce qui a été dit très précisément par Sybille Veil et Marie-Christine Saragosse. Nous avons un vrai sujet d'indépendance et de garantie de l'indépendance de notre média vis-à-vis du monde extérieur, vis-à-vis de nos territoires prioritaires d'audience, et notamment l'Afrique.
Marie-Christine Saragosse a parlé notamment d'une guerre contre la désinformation. Nous nous inscrivons là-dessus. Nous avons besoin d'avoir cette image d'indépendance pour nous adresser à ces publics qui sont prioritaires pour nous, puisque, comme vous le savez, la francophonie, qui est le cœur de TV5 Monde, se joue principalement en Afrique, et ça va augmenter, bien sûr, sous l'effet de la démographie. Donc ça, c'est le premier point qui me semble important, et pour lequel je suis favorable à cette proposition de loi. Et le deuxième point rejoint celui de la sécurité, de la pérennité de notre système de financement, pour garantir ce qu'évoquait Bruno Patino et Delphine Ernotte sur notre possibilité à lancer des investissements, et notamment des investissements technologiques. Dans le monde des médias, dans le monde de l'audiovisuel aujourd'hui, ces investissements sont cruciaux, ont besoin d'être renforcés. Dans le cas de TV5 Monde, de nombreux investissements qui concernent notre outil de production n'ont pas été faits depuis plusieurs années, et ce sont des investissements absolument incompressibles et indispensables. Donc nous avons besoin de les anticiper, et effectivement, on a besoin d'un système de financement pérenne pour ne pas avoir à subir éventuellement en cours d'année des coupes qui remettraient en question cette direction. Voilà, donc c'est vraiment les deux raisons. Je rejoins Bruno Patino là encore sur la nécessité de s'inscrire dans un cycle long. C'est un petit peu le paradoxe de nos métiers, parce qu'on est à la fois dans le quotidien de l'immédiateté, et notamment en matière d'information, et en même temps des cycles longs, parce que nous devons engager des investissements industriels et technologiques qui s'inscrivent dans ce temps-là. J'ajoute un dernier point qui a été aussi évoqué par Bruno Patino et qui est important pour nous. La France est majoritaire au conseil d'administration de TV5 Monde. Nous apportons un financement majoritaire, donc, par rapport aux autres gouvernements bailleurs, et en ce sens, nous donnons un peu le là. Donc, quand il y a éventuellement des coupes ou des financements à la baisse, cela a un impact également sur le financement que nous recevons des autres gouvernements bailleurs. Voilà, c'est un petit peu l'effet de ricochet, malheureusement, dont nous pouvons pâtir. Et en ce sens, le fait de sécuriser notre financement est aussi très important pour pouvoir sécuriser le financement intégral de la chaîne. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Younes. Je vais donc maintenant passer la parole à Monsieur le rapporteur, Monsieur Masséglia. Pour une durée de 5 minutes, à moins que vous ne préfériez poser plusieurs questions. Je vais poser 3 questions, mais je vais faire quand même un propos liminaire rapide. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'être présents aujourd'hui pour parler de l'audiovisuel public, qui est un joyau de la France. Je voulais parler du pouvoir d'achat qui avait été gagné par les Français par la suppression de la redevance, mais comme le temps est compté, je ne vais pas aborder ce sujet. Et je vais surtout, dans un premier temps déjà, vous dire à quel point je comprends que la situation elle est compliquée pour vous. On est le 7 novembre. Le 1er janvier, vous ne savez pas si vous allez avoir de la budgétisation ou quel type de dispositif vous allez avoir. Je ne connais pas beaucoup aujourd'hui d'entreprises en France, dans le monde, qui à 1 mois et demi de cette échéance ne savent pas, comment ils vont pouvoir recevoir les financements dont ils ont besoin pour mettre en œuvre leur politique, leur travail, et deuxièmement, le montant qu'ils vont pouvoir recevoir. Je comprends que pour vous, c'est compliqué, et ça doit être encore plus pour vos salariés, pour les personnes qui sont autour de vous, qui se posent des questions sur la direction et la stratégie qui va pouvoir être mise en œuvre. Donc, je pense que la représentation nationale sera d'accord avec moi pour nous apporter tout notre soutien dans cette période qui n'est pas facile. Vous dire également que le gouvernement, ces dernières années, a tenu ses engagements sur le financement. Certes, avec une trajectoire difficile, et vous le voyez bien aujourd'hui, nos financements sont compliqués, mais il est aussi nécessaire, je pense, d'aborder ce qui s'est passé ces derniers mois. Peu d'entre nous sont de la commission des finances, et donc je vais aborder le sujet. Vous avez aujourd'hui 2 dispositifs de financement pour la plupart d'entre vous, qui sont 1, les crédits socles, 2, les crédits de transformation. Rappelez qu'il était prévu que vous touchiez 69 millions d'euros de crédits de transformation en 2024, qu'au mois de février, on vous dit que ce ne serait pas 69 millions, mais que ça serait 49 millions, et vous dire que vous n'avez touché que 19 millions, et que
les derniers crédits qui étaient en stand-by, vous ne les toucherez pas. Donc 19 millions au lieu de 69 millions initialement annoncés par l'ECOM. Rappelez également qu'en 2025 était prévu 74 millions d'euros initialement et que le PLF prévoit 0 au vu de l'amendement qui a été déposé pour le passage en hémicycle incessamment sous peu. Donc des conditions de financement qui aujourd'hui sont instables. Et il me semble que nous devons travailler, nous, collectivement, à la présidence nationale, pour essayer de pousser. Est-ce que c'est une loi de programmation? Ça a été abordé hier, mais ça a des limites, puisque le budget est annuel. Mais je pense qu'on devrait travailler à essayer de trouver des outils pour assurer une certaine stabilité. Après, il peut y avoir des débats entre nous sur le montant. Est-ce que c'est à la hausse? Est-ce que c'est à la baisse? Mais au moins que vous puissiez vous projeter dans vos stratégies. Et je pense que ça, c'est un travail qui doit pas nous accompagner à court terme, parce qu'il y a la PPLO qui est obligatoire, mais au moins à moyen terme, de savoir qu'est-ce qu'on est capable de pouvoir mettre en œuvre. Une fois que j'ai donné mes propos, il ne reste plus qu'une minute, voilà, je suis été trop long. Je vais avoir 3 questions et je vais le faire extrêmement rapide. Première question, est-ce que vous pouvez présenter l'intérêt d'une modification rapide de la loi organique relative aux lois de finances et présenter les difficultés susceptibles de survenir dans l'hypothèse d'un financement par crédit budgétaire? Vous l'avez déjà un peu abordé, mais peut-être approfondir le sujet. Deuxièmement, indiquer dans quelle mesure le versement unique, amendement que j'ai fait voter hier en commission des finances, en début d'exercice de l'ensemble de votre dotation serait ou non préférable à la situation actuelle où, je le rappelle, en fait, tant pour les dotations SOC que pour les crédits de transformation, ce sont des versements qui sont mensuels. Et enfin, présenter vos éventuelles observations sur la rédaction de l'article unique de la proposition de loi organique portant réforme du financement de l'aide publique. Et pour aller plus loin, j'aurais peut-être, moi, quelques idées d'amendements prévus pour la PPLO, vraiment. Et je suis en train de me mordre les doigts parce que j'ai envie, mais je crois que, vu l'urgence, je vais devoir mettre mes propositions dans le rapport, mais pas au niveau de la commission. Merci à vous. Merci, monsieur le rapporteur. Je crois que nous sommes très nombreux et nombreux à avoir envie, effectivement, par le biais d'amendements, de proposer des modifications, mais en tout cas de permettre à notre Assemblée de poser un certain nombre de débats qui nous animent sur, effectivement, la prévisibilité, sur le fait de rendre impossible ou très difficile le fait de remettre en cause en cours d'année les crédits votés, ou sur le fait d'avoir un organisme indépendant qui puisse quand même nous donner une visibilité assez claire et objective des besoins réels des structures de l'audiovisuel public pour exercer les missions que nous lui confions. Donc ça va faire partie de nos débats, en tout cas le 13 novembre quand nous allons en discuter en commission, et bien sûr le 19 dans l'hémicycle avec la présence du gouvernement. Je laisse la parole à nos présidents et présidentes pour répondre aux questions du rapporteur avant de donner la parole aux différents membres des groupes et aux collègues députés présents. Alors, Madame Ernotte. Alors, pour répondre à la première question de monsieur le rapporteur, de manière générale, ce que nous craignons, et c'est plus qu'une crainte, c'est-à-dire c'est l'expérience aussi qui parle, c'est la régulation infra-annuelle budgétaire. Alors pour France Télévisions, quand il y a eu décision d'arrêter la publicité après 20 heures, il y a eu une dotation budgétaire qui a été affectée à France Télévisions, un peu moins de 400 millions d'euros, qui devait compenser l'arrêt de la publicité après 20 heures. C'était en 2009. En 2019, cette dotation budgétaire était égale à 0 et elle a été diminuée tout au long de ces années à bas bruit, si je puis dire. Voilà, à bas bruit, sans forcément que ça soit totalement explicite pour ceux qui décident du budget, c'est-à-dire la représentation nationale. Autre exemple, en Europe, il y a dans le passé quelques pays, c'est rarement le cas des pays entre guillemets très démocratiques, mais c'est arrivé que certains pays, notamment l'Espagne, se voient appliquer cette régulation budgétaire. Vous pouvez être sûr que l'année qui suit, enfin c'est pas sûr, c'est constaté, c'est moins 25 de crédit budgétaire et en fait le service public de la télévision espagnole n'est
pas du tout au niveau de ce que l'Espagne peut représenter en Europe, hein, en réalité aujourd'hui, parce que une fois que vous cassez quelque chose, c'est très très difficile de le réparer. Et puis sans aller chercher ni dans le passé, ni des exemples à l'étranger qui vont tous dans le même sens, vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, il y a l'année 2024, nous avions des crédits de transformation un peu assimilés finalement à une dotation budgétaire, qui ont été purement et simplement divisés par 4. Donc voilà, pas besoin d'aller chercher très loin pour savoir ce que donnent en fait des crédits budgétaires. On est en train de le vivre. Et vous l'avez rappelé, on a appris ce matin que cette somme qui était retenue ne serait pas versée. Donc avec l'impossibilité de gestion que vous avez parfaitement soulignée. Sur le versement unique, ma foi, ça serait une façon de... Ça rend plus compliqué la régulation infra-annuelle, mais ça ne l'interdit pas pour autant. Donc ce n'est pas une garantie. Donc c'est une difficulté supplémentaire. Donc c'est toujours bon à prendre, mais ça, en principe, ça ne l'interdit pas. Et enfin, sur la rédaction telle qu'elle est, aucune remarque. La rédaction me convient parfaitement. Merci, Madame Veil. Merci. J'ai exactement la même position. Je pense que la rédaction actuelle, évidemment, on peut toujours se dire que c'est perfectible et qu'il peut y avoir 12 dispositifs. Je pense que aujourd'hui, on est vraiment dans une situation où le mieux est l'ennemi du bien. On a un enjeu, c'est de faire adopter dans un calendrier qui est extrêmement contraint un texte qui évite une budgétisation. Et c'est vrai que l'amendement que vous avez présenté, qui permet qu'une budgétisation ne se traduise pas par une régulation infra-annuelle, en fait, ne nous prémunit pas pour les exercices qui suivent. Parce qu'il faudrait leur déposer à chaque projet de loi de finances, et sans quoi le gouvernement peut reprendre une totale liberté les années suivantes. Donc ça ne serait qu'une solution par défaut, temporaire, mais qui ne permettrait pas d'échapper durablement aux effets d'une budgétisation qui ont été rappelés avec l'exemple espagnol par Delphine Ernotte. Et à cet égard-là, je voudrais aussi insister sur le fait qu'on est conscient qu'aujourd'hui, la sphère publique fait des économies importantes, que la trajectoire actuelle du COM, c'est-à-dire la trajectoire avant modification, était déjà une trajectoire d'effort. Pour nous, Radio France, telle qu'elle a été négociée avec l'État, c'était des efforts importants puisqu'elle ne couvre pas toute la hausse des charges courantes. Elle ne couvre absolument pas les transformations qui sont prévues. Donc il y avait des redéploiements à faire, il y avait des économies à faire. Donc c'est déjà une trajectoire d'effort. Les montants aujourd'hui dont la suppression a été rappelée concernant les crédits de transformation et les montants maintenant qui concernent le socle du financement nous font passer d'efforts à de véritables sacrifices. C'est-à-dire que pour 2025, c'est trop tard, c'est dans un mois. Notre budget, on est en train de le préparer, le présenter, l'envoyer au conseil d'administration, on a des délais pour le faire. Donc on va leurrer, c'est qu'on se retrouve dans une situation de déficit en 2025, et que pour les années qui suivent, il va falloir qu'on redimensionne et donc qu'on regarde qu'est-ce que dans nos offres on devra sacrifier. C'est ça aujourd'hui l'enjeu pour nous. Donc on est vraiment à la croisée des chemins. Et ces crédits de transformation, je dis parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas été inclus dans l'amendement et je pense que leur dénomination fait qu'on ne prend pas tous la mesure de ce que c'est. Ils financent pas, c'est pas un bonus pour financer l'accessoire. En fait, ils étaient là pour des projets dont l'État a estimé que c'était important d'avoir un suivi spécifique. Ils auraient pu être mis dès le départ dans la dotation normale de socle, mais il a voulu le faire au départ avec un objectif particulier qui était de dire on veut suivre particulièrement l'avancée de certains projets. Et il se trouve que cette bonne intention de départ s'est transformée en un outil de régulation budgétaire avec une annulation de ça parce que c'était plus commode et plus facile. C'est ça l'histoire de ce qui s'est passé. Et les projets qui devaient financer, c'est des projets qui sont au cœur de la stratégie, qui sont dans les COM, des COM qui étaient censés démarrer début 2024. Nous, on est obligé de prévoir, d'anticiper, d'emmener nos équipes. Donc ça veut dire que pour pas être pris en défaut sur la mise en œuvre de ces transformations-là, on les a déjà engagées.
J'ai donné l'exemple de France Bleu, France 3. Enfin, changer les marques de deux réseaux répartis partout en France, faire des rapprochements immobiliers, travailler avec nos équipes sur l'organisation de ce travail conjoint, c'est des sujets sociaux de transformation qui nécessitent du dialogue social, d'emmener les équipes, de les convaincre. C'est des enjeux de financement. Quand on engage un financement comme ça pèse sur plusieurs années. Donc on est engagé dans des processus de transformation lourdes qui sont écrits dans ces trajectoires pluriannuelles. Donc plus le financement arrêté s'éloignera de ce qui était prévu initialement, plus ça rendra la situation dans les prochaines années extrêmement compliquée à gérer dans nos entreprises. Nous, on s'efforce de respecter les objectifs qui sont fixés. On a besoin d'un minimum de prévisibilité, de respect aussi des engagements de moyens qui ont été pris. Sinon, ça nous conduit à être en déficit. C'est bon pour personne. Parce qu'en fait, c'est pas bon pour la dette publique au sens de l'Union européenne. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une vraie prévisibilité, des garanties de continuité, de stabilité, et que ça doit porter aussi sur l'ensemble de nos moyens financiers. Voilà. Merci. Merci Madame Veil, Madame Saragosse. Merci Madame la Présidente. Donc sur la question 1, sur l'intérêt, donc je redis que pour nous, l'intérêt numéro 1, c'est l'indépendance. Et ça a des conséquences très graves sur le plan international, donc c'est vital. Mais également la visibilité, la prévisibilité, la sécurité prévue par l'article 5 du Media Freedom Act que je citais tout à l'heure. Et j'abonde dans ce que vous avez dit vous-même, monsieur le rapporteur, et ce que disait Sybille sur les programmes de transformation qui sont comme une sorte d'exemple, d'illustration de la nécessité de ne pas dépendre de crédits budgétaires. Comme pour Sybille, et j'imagine pour également mes autres collègues, ces programmes, enfin, c'était pas on nous avait dit 5 millions d'euros, pour nous, 3 millions d'euros, puis ensuite ça doit rentrer dans le socle. Donc on a construit un plan d'action extrêmement précis, un plan de transformation numérique avec des coûts qu'on a commencé à engager en début d'année, et on s'est retrouvé dès février. Mais c'était tellement engagé et tellement en accord avec l'État qu'en février, on nous a accordé même un déficit. C'est-à-dire, les tutelles nous ont autorisé à maintenir les dépenses à la hauteur prévue en prélevant sur notre fonds de roulement. Et tout d'un coup, ça s'est arrêté d'être versé, je dirais, sans que personne ne nous dise rien. Sauf là, ce matin, en fait, avec la loi de fin de gestion qui confirme que c'est annulé. On s'en doutait, je ne dis pas, mais on n'a pas été prévenu. Et d'ailleurs, Sybille a indiqué que le projet de budget 2025 était déjà en préparation. Moi, je veux dire, je ne sais pas exactement quelle est la dotation. Personne ne m'a écrit vraiment pour me notifier le budget, contrairement aux autres années. C'est pas très clair encore. Donc, nous, on ne prépare pas le budget. On ne sait pas très bien sur quel pied danser pour préparer le budget. Effectivement, à un mois et demi de sa mise en œuvre. Donc, en effet, la situation d'incertitude est très, très grande. Et la trajectoire de ce budget, je redis, pour nous, on peut passer un coup. Ensuite, c'est un démantèlement. Il faut être clair. Donc, et c'est ça que ça veut dire. Enfin, la trajectoire qui a été donnée dans les PAP, on change d'échelle. Le service public change. On rejoint les Espagnols. Alors ensuite, deuxième question, indiquée dans quelle mesure le versement unique en début d'exercice de l'ensemble de votre dotation serait ou non préférable à un versement par 12e. Si cet amendement-là, si la PPLO était adoptée, c'est pas à la place de la PPLO, c'est en plus de la PPLO ou à la place. Par contre, il faut que Mme Saragosse... Pardon. Je vais réagir. En fait, c'est un amendement qui a été construit dans le cas où la PPLO serait votée. En fait, c'est la différence avec ce qui était proposé par mon collègue Aymeric Caron, qui lui était accroché à la budgétisation. Et donc, j'ai construit l'amendement dans le cadre où la PPLO serait votée. Ce que je voudrais réagir, justement, j'en profite par rapport à ce que dit Madame Veil. Attention, l'amendement, il ne vaut pas pour 2025. Il est pour tout le temps. Il y a quand même une réserve, c'est qu'il faut que le compte de concours financier soit maintenu. Si le compte de concours financier est supprimé, alors là, c'est plus d'actualité. Mais en fait, c'est un amendement prévisionnel qui a été adopté, si je peux me permettre cette expression-là, dans la perspective de la PPLO.
qui devrait être inclus dans l'éventuel texte Voilà. 49.3. Donc ça, il faut que nous y veillons. Dans l'éventuel texte, pardon, j'ai pas entendu. Issu d'un 49.3. Non, mais c'est surtout. Pardon. Je ne sais pas s'il va y avoir de 49.3 ou pas. Ce n'est pas une compétence du Parlement, mais c'est une compétence de l'exécutif. Mais je tiens à noter que beaucoup de groupes politiques l'ont voté. Voilà, et il faut aussi le dire. Et libre à chacun et à chacune d'entre nous de s'attribuer les travaux que j'ai pu faire, mais qui ont été votés de façon collective, pour le pousser à l'échelle de l'exécutif. Alors, ma question était bien tout à fait ça, parce que donc je trouve que dans ce cadre-là, dès lors que ça ne se substitue pas à la PPLO, mais que ça vient compléter, ça pourrait être intéressant, à condition évidemment que le Sénat ne soit d'accord avec vous pour pas que ça retarde non plus dans votre qu'il n'y ait pas une navette infinie pour savoir s'il faut le faire, pas le faire entre le Sénat et vous. Mais si le Sénat et vous convergez, C'est un amendement PPLO. On va laisser Madame... Attendez, pardon. On va laisser Madame Saragosse terminer. c'est pas un amendement PPLO celui-là, mais si le Sénat estimait que cette mesure est contraire et que ça soit une pomme de discorde dans le débat qu'il y a, je pense à Jean-Raymond Hugonet et à d'autres gens au Sénat, il ne faudrait pas que ça puisse compliquer, je dirais, la recette affectée, que ça ne puisse pas interférer avec ça, ni avec la direction du budget, qui est quand même à un moment, le gouvernement doit accepter aussi. Donc, je veux dire, si ça ne complique pas l'adoption de la PPLO, c'est ça mon propos, et pas le fait que c'est un amendement de la PPLO, je trouve que c'est bien, que c'est intéressant. Pas tant pour ceux éventuellement qui ont une grosse trésorerie, mais il y a même certains d'entre nous qui peuvent avoir en début d'année des difficultés de trésorerie et pour qui ça peut être quelque chose d'utile. Enfin voilà, je voulais préciser que ça vient en surcroît de la PPLO et pas à la place d'eux. Et ça me semble du coup capital. Et troisièmement, sur le texte, il me semble que donc l'enjeu, c'est que ce soit adopté de manière conforme pour, encore une fois, dans la course contre la montre qui est la nôtre, ne pas risquer une budgétisation par accident. Voilà pour mes réponses. Merci, Madame Saragosse. Monsieur Patino. Oui, Madame la Présidente, je vais être rapide, comme je vous l'ai dit, et d'accord avec mes collègues. Sur la question 1, je vous l'ai dit, la budgétisation n'est pas conforme au traité international qui fonde Arte. Le partenaire allemand a déjà fait les études juridiques au moment de la suppression de la CAP. On a pu évoquer ce sujet-là, et donc, nous, vraiment, il y a une question de raison d'être qui arriverait en cas de budgétisation, j'allais dire même une budgétisation sur un exercice, c'est-à-dire que la question est en permanence évoquée en Assemblée générale d'Arte. Voilà, je rajoute sur les crédits de transformation, même chose que mes collègues, ces crédits de transformation sont des, en fait, on les appellerait crédits stratégiques dans des entreprises, j'allais dire, privées. Parce que pour 2025, le crédit de transformation d'Arte, c'était sa projection européenne comme plateforme européenne. Engagement pris par le plus haut niveau de l'État, devant le plus haut niveau de l'État allemand, notamment lors de la visite d'État allemande, et qui est en Assemblée générale, voté dans le traité de groupe, etc. Donc j'insiste sur ce point-là. Sur le deuxième point, rien à dire si ce n'est être d'accord avec les propos notamment de Delphine, rajouter le point, même si c'est un peu annexe, que vous mentionniez sur l'importance de maintenir le compte de concours financier, le CCF, pour les modalités de financement. Le troisième point, là aussi, je vais rejoindre, monsieur le rapporteur, ce que vous dites, c'est-à-dire l'urgence prime. Donc évidemment, j'aurais pu vous dire, éventuellement, vous parlez, vous savez, ça avait été évoqué au Sénat, notamment de la possibilité pour Arte d'avoir un PSR qui juridiquement nous semble tout à fait pertinent parce que traité international, mais l'urgence fait que nous n'avons rien à rajouter à la rédaction actuelle de l'amendement. De la même façon, pour reprendre un peu ce que vous disiez, j'aurais pu évoquer avec vous les modalités de financement allemand, avec la fameuse KEF, les modalités d'indépendance, etc. Mais là encore, l'urgence prime. Donc nous n'avons absolument rien à rajouter à la rédaction actuelle. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Vallet. Oui, pardon, donc même réponse que celle apportée par mes camarades, mais je voulais dire qu'au fond, quel que soit le système retenu,
ce qui sera essentiel année après année, c'est la vigilance de la représentation nationale, parce qu'en réalité, aucun système, même le retour à la redevance, à la CAP, n'empêche la régulation, parce que pourquoi, dans les faits, la redevance n'emportait pas de... On n'a pas connu pendant 10 ans de régulation infra-annuelle sur les crédits votés en loi de finances initiale, parce que la redevance était une ressource, enfin la CAP était une ressource dynamique, c'est-à-dire qu'en réalité le montant collecté grâce au progrès du recouvrement sur les résidences secondaires Patin-Couffin était toujours supérieur régulièrement depuis 10 ou 15 ans au montant inscrit dans ce qui était à l'époque non pas un compte d'avance, mais un compte de concours fin, un compte d'affectation spéciale. Donc, si on était arrivé dans, enfin, si dans les années où la CAP existait, ça n'a pas été le cas récemment, mais tout d'un coup, les recettes collectées nettes des frais de collecte avaient été inférieures au crédit inscrit en loi de finances initiale, la question se serait posée de savoir comment, je vois pas, voilà, il n'était pas inscrit il n'était inscrit dans aucune loi que ces crédits devraient être complétés par des versements budgétaires. À l'inverse, voilà, donc évidemment, merci, ne touchons pas à la rédaction, le vote conforme, c'est ce qui permet de tenir le timing, mais voilà, c'est la vigilance année après année, hein, qui permettra de s'assurer que toutes les nécessités à la fois au regard des règles européennes, internationales, des traités particuliers qui régissent certains d'entre nous, voilà, et des questions d'indépendance sont bien traitées par la solution apportée. C'est évidemment ce texte qui en est la promesse, mais aussi la façon dont vous voudrez bien chaque année être vigilant sur la façon dont il est appliqué. Merci beaucoup. Merci. Madame Younes. Oui, merci Madame la Présidente. Sur les 3 questions, sur la première en particulier, je redis effectivement ce que nous avons évoqué tout à l'heure, la nécessité d'anticiper, et notamment d'anticiper nos évolutions technologiques qui sont primordiales. Je vous donne un exemple, nous sommes en train de renouveler notre régie de diffusion qui n'a pas été renouvelée depuis 2013. C'est absolument indispensable. On a été victime d'une cyberattaque il y a près de 10 ans chez TV5 Monde, qui est encore un cas qui fait école. Et comme nous sommes extrêmement exposés sur 200 territoires, et particulièrement en Afrique, avec des puissances de hacking qui peuvent être importantes, c'est vraiment un point très important pour nous, de pouvoir anticiper ces développements et aller jusqu'au bout. Sur le deuxième point, je rejoins ce que disait Delphine Ernotte. Je pense effectivement que ça n'empêchera pas de toute façon une révision en cours d'année. Ça nous prémunit quand même en partie de ce risque, mais ça ne l'empêche pas totalement. Donc moi, je serais plutôt pour le pragmatisme, pour le fait d'aller vite. Et sur la rédaction de l'article tel qu'elle est présentée aujourd'hui, cela me convient tout à fait. Donc je vous remercie. Et je vous remercie à nouveau pour ces développements. Merci. Alors, je vais maintenant donner la parole aux groupes qui l'ont demandé, en commençant par le groupe LFI-NFP avec Monsieur Saint-Toul. Merci Madame la Présidente, merci à chacune et chacun d'entre vous de vos propos, de vos explications, parfois un peu arides et techniques, mais enfin, il me semble qu'il y a quand même un éléphant dans la pièce, qui est la réforme de la gouvernance ou la fusion. La ministre a établi elle-même un lien entre réforme de la gouvernance et réforme du financement. Et pourtant, hier, en auditionnant Bercy, on nous a aussi expliqué que ce lien n'existait pas. Alors, je vous le demande simplement, quel lien faites-vous, vous, entre réforme de la gouvernance et réforme du financement? Pour ma part, j'ai une petite idée. Il me semble que si nous sommes aujourd'hui dans cette situation d'urgence, c'est précisément parce que l'exécutif a joué avec le feu et a cherché à vous placer dans une situation contrainte. Et peut-être que vous serez en situation de me démentir. Donc voilà, vous voyez, j'ai fait bref. Merci. On va donner d'abord tous les orateurs des différents groupes, en donnant la parole maintenant à Monsieur Emmanuel Grégoire pour le groupe socialiste et apparenté.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les Présidentes et les Présidents, d'abord, excusez-nous, mais la situation est inconfortable. On passe de salle en salle. On finit par bien comprendre comment fonctionne cette maison. Et on avait une PPL importante qui était examinée. Bon, quelques mots rapides sur un sujet que je crois nous connaissons bien ici. 3 sujets différents. La PPLO, le sujet du budget, et c'est à mon avis le sujet central, et troisièmement, effectivement, comme le disait mon collègue, le sujet de la réforme de la gouvernance. D'abord, je partage l'idée que l'audiovisuel public est un joyau, monsieur le rapporteur, pour reprendre vos mots, et donc si c'est un joyau, il faut le protéger beaucoup plus que nous le faisons pour le moment, et donc je retiens votre accord pour voter contre les amendements du gouvernement, qui aggravent encore une situation qui a été déjà grave, mais je pense qu'il ne serait pas normal que vous ne repreniez pas à votre compte l'amendement que nous avons voté en commission, qui consiste à socler les crédits de transformation. Je le dis parce que, je dis ça pas seulement par affection pour l'audiovisuel public, mais y compris très attaché à la parole et à la crédibilité de l'État. Quel sens cela avait pour nous d'examiner des coms dans lesquels les principales pages ont été déchirées par son principal rédacteur hier, et je considère que, pour des raisons qu'on ne peut pas expliquer en détail ici, mais qu'on vit une bataille mondiale informationnelle dans laquelle l'audiovisuel public est un bras armé de la République et de la France, et que ce soit d'ailleurs sur les supports numériques ou sur les différents moyens technologiques de diffusion, et qu'il est inconcevable, y compris à la lumière de ce qui s'est passé aux États-Unis, que nous n'en prenions pas, nous en tirions pas les conséquences. La première chose, mais vous y avez déjà répondu, donc simplement pour le confirmer, vous souhaitez que nous adoptions par avis conforme la PPLO, parce que c'est le seul moyen de s'assurer du déroulement juridique qui éviterait, sinon inexorablement, la budgétisation. Deuxième chose, il faudra veiller en cohérence à maintenir des moyens en faisant ce qu'on peut, et je ne vous accable pas des mots de l'exécutif, monsieur le rapporteur, je sais que vous n'y êtes pour rien, et vous l'avez dit, sur le 49.3. Il est probable, on se le dit, qu'on n'examine pas le volet dépenses en séance publique, et donc ce n'est que par le 49.3. C'est pas nous qui en décidons, etc., mais c'est le seul vecteur de la reprise de l'amendement pour au moins infléchir la trajectoire de baisse des moyens. Et le troisième sujet, on en reparlera parce que c'est un sujet passionnant, mais qu'il n'y a aucun lien, et c'est peut-être dans tout ce drame d'ailleurs, et dans ce, je le dis comme je le pense, ce cynisme de chantage, il n'y a aucun lien entre la réforme de la gouvernance et la PPLO. Évidemment, tout est lié parce que ce sont des sujets qui concernent un secteur cohérent, mais qu'on s'y repenchera, comme on dit, très sérieusement, mais de façon très indépendante et sans doute plus tard. Alors, merci Monsieur Grégoire. Je passe la parole à Monsieur Emmanuel Duplessis pour le groupe écologiste et social. Oui, merci Madame la Présidente. Ma question est très simple. Dans le projet de loi initial, il y avait 3 articles, dont un consacré au financement d'Arte, qui a la spécificité, vous l'avez rappelé, d'être régi notamment par un traité avec l'Allemagne, et qui conduit à une corrélation entre le financement apporté par la France à celui de l'Allemagne, et qu'une déstabilisation des crédits côté France conduisait aussi à une baisse côté Allemagne, et donc une sorte d'effet ciseau pour la chaîne. Il était proposé dans le projet de loi initial d'avoir un financement plus sanctuarisé pour Arte, notamment à travers un prélèvement sur ressources. Cet article est sur recettes, pardon. Cet article est tombé. Alors j'ai bien compris la situation d'urgence, mais sur le fond, Monsieur Patino, est-ce que vous estimez qu'un prélèvement sur recettes est plus sécurisant qu'une fraction de TVA, et en quoi, et est-ce que dans l'idéal vous souhaiteriez le rétablissement de l'article initial numéro 2 du projet de loi initial? Je vous remercie. Merci Monsieur Duplessis. Pour les démocrates, Madame Mette. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les dirigeants de l'audiovisuel public, je tenais à vous remercier pour votre venue ce matin et puis pour vos propos. Aujourd'hui, le sujet, c'est la sécurisation du mode de financement de votre action pour l'information et de votre expression pour la diversité. Vous l'avez tous dit. Nous sommes dans une course contre la montre afin d'éviter la budgétisation de vos crédits. C'est bien l'intérêt du service public audiovisuel qui doit prévaloir, en nous exprimant de façon claire,
en faveur du dispositif de la proposition de loi organique que l'on va examiner la semaine prochaine. Tout va très vite, tout est précipité, mais sachez que vous pouvez compter sur une équipe de parlementaires solides qui tient à vous protéger. Il en va de l'indépendance de l'audiovisuel public qui concourt à la liberté de la communication qui est, rappelons-le, une exigence constitutionnelle. C'est aussi un enjeu de prévisibilité des ressources qui est une exigence européenne. Alors que le contexte géopolitique est particulièrement instable, une budgétisation aurait des conséquences graves. Je me permets ces sujets d'avoir une attention particulière pour France Médias Monde, TV5 Monde et aussi Arte, à l'instar compte tenu des répercussions que cela engendrerait à l'international. De nombreux acteurs distinguent très clairement les médias de service public des médias d'État ou de propagande financés directement par des gouvernements. Les différentes analyses du Sénat soulignent que le choix d'allouer un montant de TVA est une solution consensuelle et que vous n'avez pas exprimé d'objection à son maintien. Si vous deviez effectivement faire un bilan de son expérimentation, que pourriez-vous nous en dire ? Par ailleurs, le montant accordé à l'audiovisuel public est à distinguer de la pérennisation du mode de financement, mais comme pour les projets de com, la sécurité du niveau de financement demeure centrale. L'année 2024 a été marquée par une révision des crédits audiovisuels publics en cours d'année compte tenu du décret d'annulation du 21 février 2024 sur les programmes de transformation. Il faut absolument pouvoir éviter les régulations à la baisse en cours de route et vous l'avez tous bien sûr souligné. Pour terminer, nous sommes pour un vote conforme et en espérant pouvoir travailler par la suite pour justement pouvoir avoir des budgets qui vous correspondent. Merci. Merci. Puis Madame Béatrice Piron pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Au nom du groupe Horizon, je tiens à vous remercier chacun d'entre vous pour votre présence aujourd'hui. Nous mesurons tous l'urgence de prendre une décision sur le financement de l'audiovisuel avant la fin de l'année 2024. En effet, la mesure temporaire expirera le 31 décembre 2024. Alors que le Sénat s'est récemment prononcé en faveur de la pérennisation de l'affectation d'une fraction de la TVA, il est impératif que cette solution soit également validée de manière identique par notre Chambre afin de garantir la continuité de ce modèle de financement. Plusieurs options avaient été envisagées pour financer l'audiovisuel. Si certains collègues plaidaient pour un prélèvement sur les recettes de l'État, je suis convaincu que, compte tenu de l'urgence de la situation, il est essentiel de maintenir le système actuel d'affectation. L'option d'une budgétisation de l'audiovisuel, en revanche, affaiblirait l'ensemble de l'écosystème et enverrait un signal préoccupant quant à l'indépendance et à la transparence de l'information, tant au niveau national qu'international. En effet, cela pourrait nuire à l'image de la France à l'international, notamment pour France Médias Monde, en remettant en cause son indépendance éditoriale. L'entreprise pourrait être perçue comme plus vulnérable aux pressions politiques, ce qui nuirait à la crédibilité de la France sur la scène internationale. Dans un contexte où les fake news prolifèrent, une telle décision pourrait miner la confiance de l'information publique française, perçue comme un rempart contre la désinformation. Le maintien de ce financement affecté vise donc des objectifs tant démocratiques qu'économiques, garantir l'indépendance des médias publics, assurer la pluralité des opinions et des sources fiables dans un contexte de désinformation, tout en permettant de faire face à la concurrence des grandes plateformes internationales des médias en ligne, ainsi qu'aux puissants acteurs privés français et en soutenant la création. Par conséquent, une fois l'urgence traitée, pensez-vous que la solution d'affectation de TVA soit la meilleure option sur du long terme ? Une réforme plus en profondeur du financement, comme envisagé lors de mon rapport en 2017 et comme le soutiennent encore certains députés, vous semble-t-elle nécessaire après cette solution prise dans l'urgence ? Merci, chers collègues. Alors, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, Monsieur Travers ? J'interroge tout de suite Madame Hervieux si jamais elle souhaite ou pas intervenir après. D'accord. Donc, Monsieur Travers, et puis après, on aura les réponses de Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents. Oui, merci Madame la Présidente. Intervention titre individuel dans le cadre de cette commission spéciale. Je sais que nous sommes tous soumis ici à faire en sorte que cette réforme puisse conduire l'audiovisuel à continuer à se transformer pour garantir à la fois cette triple ou quadruple performance que nous attendons de l'audiovisuel public, l'indépendance, la compétence, le financement, l'innovation. Il y a une certaine frustration ici dans ce que nous vivons à avoir un texte qui doit être voté
très rapidement, un texte qui doit être voté quasiment de façon conforme à ce qui a été porté au Sénat parce que nous sommes dans l'urgence, mais j'espère que les travaux et les propositions de notre rapporteur pourront être utilisés plus tard pour remettre sur le métier à la fois ce qu'il conviendrait de faire pour vous garantir des financements pluriannuels et que vous puissiez avoir la visibilité nécessaire à la fois pour investir, continuer à transformer et continuer à faire innover le service public. Et puis aussi, moi je fais la différence entre la question du financement et puis cette question de la gouvernance et les modalités de nouvelle gouvernance qui pourraient apparaître et sur lesquelles j'aurais en particulier à titre personnel beaucoup de choses à dire. Et donc je pense que nous devrons avoir de nouveau à la fois un débat ici à l'Assemblée nationale, mais je crois que ce qui prime tout d'abord dans la relation avec l'État et pour la qualité des missions qui doivent être les vôtres, c'est de vous garantir ces espaces de financement qui vous permettront pour vous de continuer à la fois d'entreprendre, de continuer à transformer et de garantir l'excellence des missions de service public qui sont les vôtres, et ensuite de pouvoir effectivement travailler sur la gouvernance parce que c'est un point qui sera essentiel pour les années à venir. Merci. Merci. Alors, je vais donner la parole à Madame Ernotte pour commencer cette conclusion. Oui, pour répondre très clairement sur cette question de lier la LOLF avec la réforme de gouvernance, vous citiez les propos de Madame la Ministre qui soutient les deux projets. Elle les soutenait avant la dissolution, elle les soutient encore aujourd'hui. On ne peut que constater cohérence et transparence. Dans les faits, je rejoins tout à fait ce qu'a dit M. Grégoire, il n'y a strictement aucun lien entre les deux. Le projet de PPL vise, quelles que soient les structures de l'audiovisuel public aujourd'hui, demain, dans 15 ans, à garantir un des éléments clés de son indépendance, qui est l'impossibilité pour quelque gouvernement que ce soit de faire pression en régulant en infra-annuel les budgets dévolus à l'audiovisuel public. Point. Ça n'a strictement aucun rapport avec ensuite des débats qui pourraient ou pas avoir lieu sur les changements de gouvernance. Vous nous interrogez sur les crédits de transformation. Je suis très claire là-dessus. Et je vais reprendre d'ailleurs ce qu'a dit très bien exprimé Bruno tout à l'heure. Il y a une forme de paradoxe. C'est-à-dire qu'on met dans les crédits de transformation ce qui en principe est le plus important. Alors je rappelle quand même que c'est très petit par rapport à notre activité permanente. Mais bon, on met ce qui est essentiel et c'est ce qu'on coupe en premier. Donc arrêtons de les appeler crédits de transformation, appelons-les crédits de régulation, puisque c'est ça que c'est. Donc est-ce qu'on veut des crédits de régulation dans notre budget? La réponse est non. Voilà, je vous le dis franchement, non. Pour cette raison-là. La deuxième, c'est que je trouve que ça met un miroir déformant. C'est-à-dire que, même ici, dans cet instant, je vous dis mon sentiment, en 2024, on ne nous a parlé que des crédits de transformation qui représentaient 45 millions sur une enveloppe de plus de 2 milliards chez moi, alors que, moi, je vais vous dire ce qui était important pour moi en 2024, c'était de réussir les JO. C'était l'enjeu majeur, évidemment. Enfin, pour tout le monde, pour la France, voilà, c'était de réussir les JO. Est-ce qu'on a eu un débat sur est-ce qu'on faisait ce qu'il fallait pour réussir les JO? Non. On a eu un débat sur 45 millions, les crédits de transformation, pour savoir si la matinale à Moulins, on l'avait bien ouverte. Bien sûr qu'il faut qu'on l'ouvre, la matinale à Moulins. Enfin, comment vous dire? Donc je trouve que ça met une focale. Et finalement, on se place dans une sorte de micro-management sur une toute petite partie. Je trouve pas que ça soit efficace. Et je trouve qu'on en oublie les grands enjeux, moi, en vrai. Voilà, des enjeux macro. Et je pense qu'il faut qu'on rende compte à la représentation nationale des enjeux macro. Pas sur les 45 millions, mais sur les 2 milliards, en fait. Voilà, c'est mon point. Merci, Madame Veil. Alors, je voulais, en réponse aux questions qui étaient posées, confirmer que, oui, notre attente, c'est bien un vote conforme de la PPLO adoptée au Sénat. Ça nous paraît indispensable pour tenir les délais, on l'a déjà dit, mais je pense que c'est important de rappeler que c'est à la fois consensuel et urgent. Et que ces deux conditions-là ne sont pas celles qui sont remplies sur la question de la gouvernance. Et ça serait dommageable de traiter la question légitime et importante de la gouvernance
avec l'épée de Damoclès de la question du mode de financement qui pèse sur nous et qui met évidemment une pression absolument considérable sur nos entreprises. Ensuite, je ne peux que souscrire à ce qui vient d'être dit par Delphine Ernotte sur les crédits de transformation, qui sont devenus des crédits d'ajustement budgétaire, alors qu'ils doivent être considérés comme de véritables crédits stratégiques. Et c'est la raison pour laquelle voilà, je remercie ceux qui soutiennent le fait que ces crédits puissent être désormais intégrés dans le reste de nos financements pour retrouver un mode de traitement normal de ces crédits-là. Je pense que c'est extrêmement important. On verra ce que ça aura comme incidence en 2025. Ça en a aussi pour nous de manière très importante sur les années 2026 et 2027, puisque nous sommes encore en train de discuter du contrat d'objectifs et de moyens. Sans doute va-t-il être ajusté au vu des échanges qui ont eu lieu hier et de l'avis de l'ARCOM et au vu de la nouvelle trajectoire. Il reste donc encore à écrire et les années 26 et 27 telles qu'elles se profilent aujourd'hui dans le PAP donne une trajectoire qui va être très difficile, voire difficilement tenable. Donc je pense que c'est très important que pour ces années-là, la question de l'intégration des crédits de transformation dans les autres crédits soit vraiment posée comme un enjeu prioritaire. Et je voudrais enfin conclure sur le fait que dans un moment où on voit à quel point il y a l'incertitude qui concerne tous les sujets, la situation politique, on a vu les élections américaines, il y a un besoin de stabilité dans les services publics pour justement être un acteur qui apporte de la stabilité dans un environnement qui est hautement incertain. On a besoin de stabilité et on a besoin que sur ces enjeux-là, on puisse avoir le plus de visibilité possible, et notamment sur la question de la gouvernance qui a été évoquée, le jour où il y aura un débat devant le Parlement, c'est important qu'il puisse prendre en compte tout le contexte, et le contexte nouveau aussi d'économie, avec une évaluation de ce que peuvent coûter les différentes modalités qui soient transparentes pour que l'avis soit éclairé sur les différentes modalités possibles. Je pense que ça fait partie de l'information qui est indispensable pour penser de telles évolutions qui sont systémiques. Merci. Madame Saragosse. Alors, je reviens sur l'idée de l'avis conforme PPLO. Je pense que là, à main levée, unanimité, hein, et dans l'urgence, comme ça a été rappelé. C'est vrai qu'on a cette question de lien étrange entre gouvernance et financement, alors qu'on voit bien que le financement est une fin en soi, là, et pose des questions essentielles de statut du service public. C'est probablement parce que les deux ont été liés avant la dissolution et que c'est resté une sorte de persistance rétinienne. Et c'est peut-être aussi parce que les programmes de transformation dont on parle, que j'ai beaucoup aimé la qualification de Delphine, c'est donc des crédits de régulation, la nouvelle qualification, ça pourrait être... ils nous ont été présentés comme stratégiques, et on a beaucoup travaillé sur ces programmes qui nous ont été présentés en septembre 2023. On a fait un plan stratégique de transformation numérique. Et puis j'entends parfois qu'ils sont qualifiés de programmes qui servaient à la réforme de la gouvernance, et comme la gouvernance n'a pas lieu, la réforme, que donc c'est pour ça qu'on reporte ces crédits. Donc moi j'avoue que j'y perds mon latin, parce qu'à aucun moment, quand on nous a notifié ces crédits, quand on les a présentés à nos tutelles, quand ils ont fait partie du COM, ça n'a été relié. D'ailleurs, voilà. Et s'agissant également du lien entre la nature du financement et la réforme de la gouvernance, je constate que Arte, TV5 Monde ou nous, qui avions été sortis aussi de la réforme de la gouvernance, nous devons absolument bénéficier de cette recette affectée, alors même que nous ne serions pas nécessairement concernés par la réforme de la gouvernance. Donc je pense qu'il est important, en effet, de faire le distinguo. S'agissant des réflexions appelées de vos voeux par M. Travers et Sophie et Béatrice, qui est partie Piron, sur après cette réforme d'urgence, est-ce qu'on doit continuer à réfléchir? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je comprends qu'il y a on est dans l'urgence, on ne peut pas discuter, donc ça peut être frustrant. Je rappelle juste que la disparition de la redevance, ou son caractère dépassé par les usages, parce que c'était relié au poste de télévision, ça fait plus de 10 ans, moi, personnellement, que j'en entends parler. La réforme de la redevance, l'arlésienne, j'ai envie de dire, j'ai vraiment beaucoup attendu.
Enfin, on savait depuis très longtemps que la taxe d'habitation allait disparaître. On l'a su très vite et on savait que c'était le véhicule de la CAP. Pour autant, jamais on a réussi, enfin, les parlementaires, tout ça, à se mettre d'accord sur une réforme. Je le déplore, hein, mais... Donc je me dis parfois que quelque chose de peut-être imparfait, mais qui fonctionne, ben en tout cas c'est déjà ça. C'est déjà ça, là. Si on arrive à être très très brillant et à trouver une solution où tout le monde converge, pourquoi pas. Mais j'avoue que 10 ans d'attente de réforme de la redevance m'ont un peu blasé, peut-être. Monsieur Patino. Merci, je vais être bref sur le lien entre financement et gouvernance, redire ce qu'a dit Marie-Christine, c'est-à-dire que en ce qui concerne Arte ne pouvait pas et n'était pas concerné par la réforme de la gouvernance, parce que notre gouvernance, elle est prévue par le traité international, elle est franco-allemande, et nous sommes pourtant totalement concernés par la question du financement. Donc, pour répondre à votre interrogation, dont je vous remercie, sur les modalités de financement d'Arte, il est vrai que dans la première rédaction qui émanait du Sénat ou dans des rapports, le prélèvement sur recettes avait été évoqué pour Arte, et ça nous paraissait à la fois politiquement pertinent et juridiquement adéquat. Politiquement pertinent pour des raisons, j'allais dire, d'effet miroir avec l'Allemagne et la façon dont ça se passe. Je le rappelle, le financement d'Arte est une obligation de droit international. Donc en termes juridiques, c'est une obligation un peu différente de celle des autres, et donc c'était politiquement pertinent. Juridiquement, ça s'inscrivait totalement dans le cadre dans les cadres de ce qui est prévu de façon habituelle pour utiliser le PSR. Mais maintenant, ça c'était l'optimum de premier rang. Mais maintenant, face à l'urgence, face à la nécessité d'un vote conforme, pour nous, ce qui est proposé là est un optimum de second rang, et je vais le dire très précisément, un optimum de second rang reste un optimum. Donc nous sommes donc favorables à la rédaction actuelle, mais merci, monsieur le député, d'avoir rappelé les spécificités d'Arte et qui pouvaient à un moment donné se déployer dans les modalités de financement. Sur le point de réfléchir encore une fois de façon plus ample à la réforme du financement, nous y sommes évidemment favorables, avec toujours le même peut-être degré d'attente, j'allais pas dire de scepticisme, qui a pu être partagé par Marie-Christine Saragosse à un moment donné. On a été beaucoup interrogé sur la modalité allemande parce qu'elle est pluriannuelle et indépendante. Véritablement indépendante, parce que la commission, la CEF, est totalement indépendante. Elle est chargée d'évaluer les besoins nécessaires pour que l'audiovisuel public puisse répondre aux obligations qui sont faites et qui lui sont données par le législateur, évidemment, dans le cadre d'une loi audiovisuelle. Donc le législateur garde la main, j'allais dire, sur les objectifs de l'audiovisuel public, mais cette commission totalement indépendante des pouvoirs politiques, qu'ils soient les Länder ou que ce soit le pouvoir politique fédéral, cette commission évalue, et croyez-moi, pour faire des entretiens avec cette commission, elle évalue... Elle rentre dans le détail jusqu'au microscope électronique de telle ligne, pourquoi, comment, etc., mais de façon professionnelle. Et c'est cette évaluation-là des besoins nécessaires à l'accomplissement des missions qui donne le niveau de la redevance, qui est ensuite votée par les lenders, mais votée comme de façon obligatoire par les lenders. Donc cette réforme-là, elle est à la fois indépendante, pluriannuelle, et ce qui n'empêche à aucun moment effectivement le législateur de décider de modifications stratégiques des obligations, voire même de l'organisation ou de la gouvernance de l'audiovisuel public. Donc souvent interrogé sur les modalités allemandes, il nous semblait que ça donnait quelques pistes de réflexion qui pouvaient être intéressantes. Mais je le redis, nous sommes évidemment favorables à l'avis conforme sur ce qui est proposé aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur Vallet. Je voulais juste ajouter ce qui a été dit par Delphine Sibig sur le fait qu'évidemment, compte tenu, en tout cas, quelles que soient les bonnes intentions qui présidaient à leur création, compte tenu de la façon dont ont été utilisés par ceux qui ont inventé cette catégorie, les crédits, les dotations de transformation, qui effectivement, où c'est devenu en fait des
des dotations d'ajustement, de régulation, comme l'a dit Delphine. Il faut, enfin, je crois plus que ce distinguo ait beaucoup d'intérêt, de pertinence, et que la réintégration dans les dotations de base de ces dotations qui avait un objet par ailleurs, Bruno l'a dit, stratégique, me paraît par ailleurs d'autant plus souhaitable que, au regard de la rédaction de l'article 53.3 de la loi de 86, qui prévoit que le Parlement vote, je cite, l'allocation des ressources entre les organismes inscrits au compte d'avance et les organismes, on pouvait être un peu surpris de voir que l'an dernier, pour la première fois, le vote incluait, outre 6 organismes, une ligne qui s'appelait Programme de transformation, qui, sauf erreur de ma part, n'est pas un organisme au sens des articles qui précèdent l'article 53 de la loi de 86. Donc je pense que par ailleurs, on sera plus conforme à l'esprit de la loi qui régit les entreprises que vous avez devant vous. C'était mon petit commentaire complémentaire sur la fin du distinguo de dotation de base, dotation de transformation. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Madame Younes. Merci, Madame la Présidente. Alors, nous, sur le point des crédits de transformation, nous ne sommes pas concernés, nous ne sommes pas régis par un COM, un contrat d'objectifs et moyens. Nous avons un plan stratégique qui conduit notre activité. Donc nous ne sommes pas concernés par cette question. Pour autant, nous sommes tout à fait concernés par la question du financement. Et comme le disait Bruno Patino, nous ne sommes pas concernés par le projet de modification de la gouvernance de par notre statut multilatéral. Donc on voit bien effectivement que les deux choses ne sont pas forcément liées. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Younes, merci à toutes et tous d'être venus ce matin pour nous éclairer de votre point de vue sur cette proposition de loi organique qui sera donc débattue le 13 novembre prochain dans notre commission et le 19 novembre prochain dans l'hémicycle. Nous avons bien entendu votre soutien à cette proposition de loi en l'état et nous avons pu échanger ensemble sur les conditions qui permettraient au service public de l'audiovisuel de fonctionner de manière à répondre aux exigences du service public. Et je crois que dans cette commission, en tout cas pour celles et ceux qui étaient présents, l'attachement au service public de l'audiovisuel est vif. Et effectivement, Madame Mette le disait, vous pouvez compter, je crois, sur le soutien de toutes celles et ceux qui étaient présents aujourd'hui. Je vous rappelle, mes chers collègues, que nous nous retrouverons cet après-midi à 15h pour une audition des représentants des organisations syndicales des entités de l'audiovisuel public en format resserré et rapide, mais je vous propose donc de nous retrouver dans cette salle à 15h. Merci infiniment.